grande salle pour un tel sujet, ça réclame la majorité. Mais on va faire avec. Peut-être on va voir votre assise. Alors, je vous demande actuellement, chez les pharmaciens, je vous demande, si vous tapez sur, je ne vais pas dire Google, mais chez les pharmaciens, si vous tapez fiscalité, beaucoup d'informations montent à la surface. En fait, c'est l'objectif de l'atelier, c'est ça, c'est cette communication envers le pharmacien par rapport à ce qui se fait sur le plan administratif, par rapport à ce qui se fait sur le plan comptable et gestion. Et on a eu recours à des spécialistes en la matière. On a commencé par le côté administration représenté par M. Idrissi El-Krim, qui est chef régional du service Service régional des professionnels. Service régional des professionnels. Alors, c'est le chef du service régional des professionnels. Des professionnels. Au niveau de la direction générale des impôts de Marrakech. C'est quelqu'un qui vit toujours dans le contexte des professionnels. Et qui va nous rapprocher et qui va nous éclaircir beaucoup de choses qui nous mettent en doute et qui nous mettent en sous-information. C'est surtout l'objectif de son intervention, Inch'Allah. Il sera là pour répondre à tous nos questionnements. Et en compagnie, il y a le maître Bahmed Ibrahim, qui est expert comptable, commission compte à Marrakech, et qui est en même temps président du cercle fiscal. C'est une association, si je peux résumer, qui s'intéresse à toute cette interférence de matière fiscale à l'échelle du royaume. Il y a beaucoup de choses qui se font grâce à la collaboration avec un tel organisme. Je vais pas tarder. Et moi, je suis pharmacien d'officine. Peut-être à partager aussi avec vous le vécu du pharmacien, la problématique en vie. Nous vivons beaucoup de problèmes sur le plan économique qu'on n'arrive pas à cerner. Et sincèrement, moi aussi, j'ai des cheveux qui montent dès que j'en prends en fiscalité. Et malheureusement, c'est un côté qu'on ignore et qu'on laisse de côté. Alors là, j'en parle que de. On oublie les taxes, on oublie les. Donc, je ne vais pas tarder, je vais passer la parole à M. Idrissi El-Krim. Merci. Salam alaikum. Merci M. Touhami. Première chose, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour avoir consacré une partie de votre journée à la fiscalité des pharmaciens. Certes, il y a beaucoup de questions concernant la fiscalité. Je vais essayer, dans ce débat, de répondre à vos préoccupations et vos attentes. J'espère que ce sera un débat riche par vos interventions. N'hésitez pas à poser des questions. Et toutes les questions sont intéressantes et importantes. Donc, mon intervention va porter sur la fiscalité des pharmaciens. Elle sera axée sur 2 points. Le premier concernant la nature des impôts dus par les pharmaciens et le deuxième point, les obligations fiscales et comptables du pharmacien. Donc, la première des choses, on se demande quels sont les impôts et taxes dus à l'État. Il y a, pour les impôts de l'État, il y a l'IR, qui est l'impôt sur le revenu, qui est un impôt direct, on va le voir. Il y a l'impôt pour les sociétés pharmaceutiques ou les gens qui exercent sous forme de société.
il y a l'impôt sur les sociétés, il y a la TVA et il y a le droit de timbre, comme vous savez, avec ce qu'il a créé de polémique pour l'année passée. Donc il y a aussi, ça c'est les impôts de l'État, il y a les impôts gérés par la direction générale des impôts, mais qui sont des taxes locales. Il s'agit de la taxe professionnelle et la taxe de services communaux. Pour les obligations, il y a les obligations déclaratives, soit la déclaration concernant la taxe professionnelle, la déclaration pour l'impôt sur le revenu et les déclarations concernant l'impôt sur les sociétés et les déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a des obligations comptables, il y a aussi la télédéclaration et le télépaiement, et il y a un aspect spécifique à l'activité de pharmacien, c'est le traitement fiscal des échantillons médicaux et des stocks périmés. Donc, qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu? Donc, l'impôt sur le revenu, c'est un impôt direct et annuel. On dit impôt direct parce qu'il frappe directement les revenus acquis, à la différence de l'impôt indirect, c'est pas le moment de le citer. C'est un impôt déclaratif. C'est le cas de tous les impôts au Maroc qui sont devenus déclaratifs. Donc, c'est le contribuable, en l'occurrence le pharmacien, qui doit procéder à la déclaration de ses revenus. En sus du revenu professionnel, il y a des revenus, des types de revenus qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. À savoir, il y a le revenu agricole, les revenus salariaux et revenus assimilés. Concernant ce genre de revenus, les revenus salariaux et les revenus assimilés, si vous avez des salariés, c'est là où intervient votre rôle, c'est retenir l'impôt dû pour les salariés et la verser au trésor, à la recette, plutôt à la perception. Il y a aussi les revenus et capitaux et profits de capitaux mobiliers, et il y a les revenus et profits fonciers. Les revenus et profits fonciers, comme vous le savez, il y a une nouveauté pour cette année. On a jugé bon de vous faire part des nouvelles dispositions concernant cet impôt. Donc avant 2019, les revenus fonciers étaient soumis à l'IR, au taux du barème progressif, c'est-à-dire le barème de l'IR, avec l'application d'un abattement de 40%. Avant, si quelqu'un disposait d'un revenu foncier, il procédait à un abattement de 40% pour déterminer la base imposable de son revenu foncier. Les choses ont changé avec la loi de finances 2019. Exactement à compter du 1er janvier 2019, les revenus fonciers ne bénéficient plus de l'application de 40% pour la détermination du revenu net imposable. Donc ce n'est pas la seule nouveauté concernant le revenu foncier. On a dit que le barème progressif n'est plus appliqué, donc il y a un barème approprié à ce genre de revenus. Les revenus fonciers annuels bruts imposables sont soumis à l'IR selon les taux libératoires proportionnels. Quand on parle de taux libératoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cumul. Quand on s'acquitte de cet impôt, c'est définitif. Donc pour le barème, il y a deux taux, le taux de 10%, le taux proportionnel de 10% et de 15%, en fonction du revenu inférieur ou supérieur à 120 000. Donc entre 30 000, donc il y a une exonération pour les revenus qui sont inférieurs à 30 000, et il y a un taux de 10% pour les revenus compris entre 30 et 120 000. Au-delà de 120 000, c'est 15%. Pour la déclaration et retenue à la source, ça peut vous concerner en tant que locataire. Les personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime
du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui prennent en location des biens immeubles mis à leur disposition par des personnes physiques, sont tenus, c'est le locataire, d'opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers bruts imposables. C'est-à-dire que pour les gens, pour les contribuables, pour les gens qui sont soumis au régime, c'est le cas des pharmaciens qui sont soumis au régime du résultat net réel au résultat net simplifié, et ils louent, ils sont locataires. Donc ici, ils vont jouer le rôle de collecteurs, c'est-à-dire c'est eux qui ont procédé à la retenue de l'impôt 10 ou 15% et l'a versé le mois qui suit, verser le montant au trésor, plutôt au receveur de l'administration fiscale. Donc voilà, c'est verser l'impôt à l'administration fiscale avant l'expiration du mois. Alors, je vais reprendre ce point parce que c'est un point hyper important. C'est une de la loi de finances 2019. Malheureusement, comme beaucoup de cas, c'est des lois qui concernent plein de monde et qui ne sont pas assez, on va dire, publiées ou là, qui n'ont pas eu beaucoup d'informations dans les médias. Donc, vous les découvrez à ce genre de séminaire. Le comptable comme donc, on revient là-dessus parce que voilà, c'est une révolution en termes de collecte d'impôts sur le revenu foncier. Il s'agit de quoi en fait? Là, il s'agit de payer les impôts. Sur les impôts. La location. Laissez-moi parler parce qu'on ne va pas y aller. Donc, laisse les questions. Je suis là pour vous expliquer des dispositions, pas pour polémiquer. Exactement, je défends ni l'administration ni personne. Bref, pour vous expliquer ce qui va vous arriver dans l'année. Quand vous faites une location, avec le loyer que je perçois, je dois payer un impôt sur le revenu dessus. C'est un revenu, il est assujetti à l'impôt sur le revenu. Je dois dire, la fin de l'année, vers le 28 février, ce qui était le cas par exemple cette année, et je le donne au comptable et il me le déclare. Avec la déclaration, quand vous voulez acheter 10 000 dirhams par mois, ça fait 120 000 par exemple, avec 120 000, elle a un abattement. C'est un abattement. كتبقى 60% هي اللي كنخلص عليها les impôts. D'accord, selon le tranche اللي كاين فيها هذاك l'impôt. Ça peut aller jusqu'à 38%. Ça, c'est ce qui était jusqu'à aujourd'hui. À partir de 2019, le système change complètement. Le change complètement, c'est-à-dire qu'on dit avec le revenu foncier, et il est imposable non plus avec l'abattement. Par contre, le taux, il descend à 15 ou à 10, selon est-ce que j'ai plus de 120 000 là ou là moins de 120 000. Donc ça, c'est important de le savoir. Et il est devenu libératoire. Libératoire, c'est-à-dire qu'une fois payé, ma banque sera déclarée l'impôt sur le revenu le 28 février. Ça veut dire libératoire. D'accord? Maintenant, ce qui vous concerne vous, en tant que professionnel, je préfère être debout. Ce qui vous concerne en tant que professionnel, et c'est là où c'est important de le savoir, c'est que, en tant que pharmacien, je loue, par exemple, le locataire, ou un livre, ou un chien. Qu'est-ce que dit la loi? Elle dit que le professionnel locataire va jouer le rôle de collecteur d'impôts. C'est-à-dire que quelqu'un a payé 10 000, on va lui imposer de lui donner que 10 000 moins les 15% ou les 10%. Ou moins les 15 ou les 10%. Sauf. La suite va venir. La suite, elle va venir. Sauf. Et là, sauf si le propriétaire donne une option. Et elle, là, je ne veux pas vous retenir à la source. Laissez-moi faire mes déclarations. Vous voyez ce que je veux dire? Or, cette option,
c'est-à-dire qu'il voulait retient à la source. Il y a un principe. L'exception, c'est que attaque une option en disant en fait je ne souhaite pas. L'option est déjà donc ça veut dire que là, il fait bullshit là, هذه بشي إدارة يقول له بغيت ندير لوبسيون على هذا الابارتمون اللي كاين هذا السيد هذا غادي نديروها في البلاصة صافي غادي يجيب هذه سي فيني. Donc vous, votre responsabilité en tant que locataire, elle réside là, en disant ça c'est de la théorie, je sais très bien parce que on a des complications beaucoup plus grandes. Non, c'est la loi de Bouchi là. C'est اللي بدير بين واحد البلاد يقدر هو معقولو ديكلاراسيون قلت لك لا 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 خلص انت سا هذوك الابعاد ديال هذا داكور et ça c'est par contre vis-à-vis de la loi c'est comme ça et pas autrement, d'accord. Donc on va peut-être avancer et on va avancer sur des questions liées à cette problématique de manière très précise. On va avancer, il y a d'autres sujets. Il y a d'autres points à discuter. Oui, on avance. Donc, comme a dit M. Bahmed, donc, c'est une obligation pour les gens, je parle en général parce que ça ne concerne pas uniquement les pharmaciens, ça concerne tous les contribuables qui sont soumis au régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié. Donc ils sont tenus de retenir l'impôt sur le revenu concernant le revenu foncier. Donc à titre d'exemple, l'exemple qu'a donné M. Bahman, s'il perçoit un salaire annuel de 100 000, un revenu foncier de 100 000, donc il va retenir 10%. Il va retenir 10% parce que le montant est inférieur à 120 000, 10% qu'il va verser au Trésor. Il y a l'exception, c'est de dispense de la retenue, c'est quand le propriétaire, il vous demande, il fait l'option, il vous dégage de cette responsabilité, mais que ce soit une demande écrite qu'il va vous remettre, soit une déclaration qu'il va faire, une déclaration manuscrite ou une déclaration électroniquement. Donc les personnes utilisées sont dispensées des obligations syndiquées lorsque les propriétaires ou usufruitiers des biens immeubles mis en location optent pour le paiement spontané. C'est-à-dire que c'est l'intéressé qui va procéder au paiement suite à la déclaration qu'il va déposer avant le 1er février. Donc pour cette année, ils ont prolongé le délai de dépôt de la demande de dispense jusqu'au fin mars 2019. Concernant les déclarations de paiement spontané, les pharmaciens, entre autres, sont tenus de souscrire auprès de l'administration fiscale par procédé électronique la déclaration annuelle des revenus fonciers et verser l'impôt dû afférent avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les dits revenus ont été acquittés. Les contribuables suivants, c'est-à-dire on va parler du cas normal des déclarations déposées par les propriétaires qui ont des revenus fonciers. Donc les propriétaires ou usufruitiers qui donnent en location des biens immeubles à des particuliers ou à des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire. C'est-à-dire dans ce cas, si le propriétaire loue son bien à une personne, même une personne professionnelle, mais qui est soumise au régime du forfait, donc il doit déposer la déclaration, donc il n'y a pas de retenue dans ce cas. Les contribuables ayant opté pour le paiement spontané. L'option qu'on vient, c'est une option qu'on vient de dire. Donc, ces deux cas, donc, le propriétaire, il peut procéder au dépôt de la déclaration annuelle avant le 1er mars. Les contribuables disposant de plusieurs revenus fonciers exonérés
que ces revenus soient imposables par voie de paiement spontané ou par voie de retenue à la source et dont le cumul dépasse le seuil de 30 000. On a bien dit que le seuil de 30 000 est exonéré, mais s'il y a d'autres revenus, il y a des revenus fonciers, s'ils sont cumulés et dépassent les 30 000, ou même s'il dispose d'autres revenus, par exemple de revenus professionnels ou de revenus salariés, il est tenu de déposer la déclaration. Les contribuables disposant de revenus fonciers versés aussi bien par les particuliers et professionnels forfaitaires que par les personnes visées à la diapositive précédente et dont le montant atteint par effet de cumul le seuil de 120 000. À titre d'exemple, s'il dispose d'un revenu inférieur à 120 000 et que vous, en tant que professionnel soumis au RNR ou au RNS, vous avez procédé à la retenue de 10% et il dispose d'un autre revenu avec un particulier inférieur à 120 000, donc il va être ici, il va procéder au cumul, parce qu'en principe, s'il a un revenu de 100 000 retenu, dont le professionnel a procédé à la retenue et il dispose d'un autre revenu de 100 000 qu'il doit déclarer, donc il doit procéder au cumul et bien sûr procéder à la déduction de la retenue déjà faite par le professionnel. Pour le régime fiscal applicable aux pharmaciens, la première des choses qu'il faut préciser, que le pharmacien est, par la force de la loi, est exclu du régime du forfait. Il ne peut pas opter pour le forfait. Vous savez, c'est un régime qui ne nécessite pas une comptabilité. C'est l'administration qui procède à l'évaluation. Bien sûr, il y a le bénéfice minimum, il y a le bénéfice forfaitaire. Donc, du moment que vous n'êtes pas concerné, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a aussi le régime du résultat net réel. C'est le droit commun. C'est le droit commun. Et il y a aussi le régime du résultat net simplifié. Donc, c'est sur option. Tant que le chiffre d'affaires n'a pas dépassé les 2 millions de dirhams pour les marchands de biens et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. Il y a aussi, pour votre information, un autre régime qu'on n'a pas cité parce que c'est le régime de l'auto-entrepreneur. C'est un nouveau régime qui concerne les petits marchands et les petits prestataires qui ne dépassent pas 500 000 et 200 000. Pour le régime du résultat net réel, bien sûr, il est déterminé, comme vous le savez, d'après l'excédent des produits sur les charges. Pour le déficit d'un exercice, il peut être reporté jusqu'au 4e exercice suivant. Le déficit correspondant à l'amortissement des éléments de l'actif peut être reporté indéfiniment. C'est des choses techniques, sauf ici c'est pour faire surtout la différence entre le régime du RNR, c'est-à-dire le résultat net réel, et le résultat net simplifié. Donc on a dit que le régime du résultat net simplifié, c'est un régime optionnel, tant que le chiffre d'affaires n'a pas dépassé le seuil de 2 millions de dirhams. La différence qu'il y a entre un régime net réel et un régime net simplifié, c'est que pour le régime du résultat net simplifié, les provisions ne peuvent être constituées et le déficit non reportable. Juste pour faire la différence entre les deux régimes, c'est très simple. Le simplifié, c'est-à-dire que je fais une comptabilité d'encaissement-décaissement. D'accord, les encaissés, les décaissés, voilà qui constitue le résultat. Le régime net réel, c'est plutôt plutôt charges et produits. C'est-à-dire que je vais prendre en compte des charges, même les fournisseurs, les factures de fournisseurs, les parcs. D'accord. Donc
il est intéressant, c'est vrai, pour des petites structures, mais il n'est pas très intéressant globalement pour une pharmacie d'être en régime d'aide simplifié. Sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des, par exemple, ne serait-ce que le déficitaire chez un, je ne peux pas reporter le déficit l'année prochaine, et il serait perdu. Donc, d'autant plus que le seuil, effectivement, il est de 1 million, c'était pas 2 millions, et 1 million entre le RNR et l'RNS. Oui, c'est 1 million, c'est 1 million. Donc, c'est pas intéressant. Pour les pharmacies, voilà, c'est pour conclure. Et il fallait savoir, pour ceux qui savaient pas. Donc, pour l'IR à payer, comme vous savez tous, il y a un minimum d'imposition, appelle la cotisation minimale, à verser même en l'absence de bénéfices avant le 1er février de chaque année. Bien sûr, il y a un minimum, dans le minimum, il y a un minimum de 1500 dirhams. L'exonération, il y a une exonération de la cotisation minimale. Ça concerne les 3 premiers exercices comptables suivant la date de début de l'activité. Le calcul est soi-disant simple, c'est le CA hors taxe annuel, plus les produits financiers, plus les subventions aidants, multiplié par 0,5%, c'était avant 2019, et 6% pour le CA afférent aux analyses médicales pour les pharmaciens qui exercent aussi bien l'activité pharmaceutique que la vente. La nouveauté qu'il y a pour cette année, c'est que le taux de la cotisation minimale sera ramené à 0,25. Je pense que le syndicat des pharmaciens a bataillé pour ramener justement ce taux à 0,25 vu la spécificité de la marchandise vendue, à savoir les médicaments. Les médicaments pour les exercices, donc ça concerne, ce taux sera appliqué pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Pour votre information, c'est le barème applicable pour l'IR. Donc ça commence, c'est l'exonération de 30 000, c'est exonéré, et ça va de 10% à 38%. Donc 180 000, au-delà de un revenu de 180 000, c'est 38%. Bien sûr, avec un abattement forfaitaire ou la somme à déduire de 24 400. Il y a un avantage accordé, je ne dis pas aux pharmaciens, mais à tous les contribuables, le bénéfice des avantages fiscaux prévus en cas d'apport du patrimoine, société soumise à l'impôt. Donc l'article 161 terce du Code général des impôts, dans le cadre du régime incitatif des opérations d'apport du patrimoine. Donc l'exonération de la plus-value nette, quand il y a un apport du patrimoine professionnel de la personne physique à une personne morale créée à cet effet, il y a une exonération de la plus-value réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif, dont, bien sûr, il y a des conditions. Alors, je vais reprendre ce point parce qu'on en parle tous les ans. Bon, Bakali, on va en parler. C'est l'exercice de l'activité du pharmacien. Est-ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle doit être sous forme de personne physique ou de la personne morale? Bon, ça, c'est un choix. C'est un choix de chacun d'entre vous de dire est-ce que je reste en tant que personne physique ou personne morale. Il y a des avantages dans les deux cas, mais en ce qui me concerne, je trouve plus d'avantages à être en société. Bon. Maintenant, ce dont on parle, c'est que si on passe d'une personne physique à une personne morale, je veux dire le changement d'activité, ce changement, il s'accompagne de mesures incitatives.
structure, en tant que société, il ne veut plus avoir des professionnels, en tout cas beaucoup de professionnels, personnes physiques. Donc ils ont institué on va dire un régime incitatif qui était un régime très temporaire. Donc chaque année, on disait, elle tombe 2 ans pour faire le saut, si vous ne le faites pas, c'est trop tard. Donc quand ça va dire, c'est trop tard. À un moment donné, ils ont compris que ça ne servait à rien et que ça devait devenir un régime pérenne. C'est-à-dire un libre donc ils ont mis, et c'est rendu pérenne par leur titre 161 terre, qui en gros, on vous dit, si vous faites le saut, vous n'allez pas être taxé sur quoi? Sur essentiellement la plus-value qui vient de la cession. Pourquoi? Parce que en fait, quand on fait le saut, c'est quoi? C'est qu'on va vendre notre pharmacie à une société qui nous appartient. Voilà, il faut être capable de visualiser quelque chose qui s'appelle société. On a raté pharmacie d'élite et la société qui m'appartient. Et c'est une cession. La cession, elle est taxable. Normalement, elle est taxable. Elle est taxable à quoi? Une plus-value. La plus-value, c'est une pharmacie. Vous savez que elle est taxable. La plus-value, elle est taxable. Elle est taxable à quoi? L'impôt sur le revenu. On a créé une pharmacie de 0, maintenant elle est créée ça. Moi, je me dis, 2 millions de dirhams, elle doit payer plus-value de 2 millions de dirhams à hauteur de 38%. Dans le cadre de ce régime-là, on ne paye rien finalement. On ne paye rien. Puisque. Pardon? Alors, les conditions, c'est que je fasse un apport avec. Ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire. C'est juste pour faire des petits flashs, parce qu'il y a d'autres choses à dire. La condition, entre autres, parce qu'on a plusieurs, c'est l'intervention d'un commissaire aux apports, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a des délais, il y a des dispositions qui sont liées aux dispositions déclaratives, très importantes, qu'il ne faut pas zapper, parce qu'il y a un délai de déclaration qu'il ne faut pas faire. Et puis, la conservation des titres. Conservation des titres, c'est qu'on vous dit, une fois que vous avez fait le SOEDA, vous avez créé une société donc vous allez devoir garder les titres pendant 4 ans. D'accord? Et si vous vendez les titres dans les 4 ans, ça sera assimilé à une vente de fonds de commerce. Donc les 38, les marques aussi, je laisse ça. Par contre, si vous vendez les titres après les 4 ans, là, il le paie. À la condition même à 4 ans. Donc, on le faisait pour domiciliation fiscale, je l'avoue, mon administration fiscale n'y avoue pas. Parce que et on faisait quelqu'un qui voulait vendre une pharmacie, qui voulait gifle la pharmacie, on vend les titres, on va aller sur les impôts. On profitait d'un système maintenant qui nous ont mis ça dans la il faut attendre 4 ans avant de pouvoir vendre les titres. Donc, on pourra revenir sur ça pour d'autres questions dans la salle. On a aussi. Donc on a parlé de l'impôt sur le revenu. Le deuxième impôt concernant les pharmaciens, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc on va commencer par les nouvelles mesures apportées par la loi de finances 2019. La réduction du taux normal du barème progressif de 20 à 17,5% pour les sociétés qui réalisent les bénéfices situés dans la tranche de 300 001 et 1 million. Voilà, vous avez devant vous le barème 2018. Pour les bénéfices inférieurs à 300 000, c'est 10%. Entre 301 000 et 1 million, c'est 20%. Supérieur à 1 million, c'est 31%. On constate en 2019 la baisse du taux, surtout le taux moyen de 20 à 17,5%. C'est un cas d'illustration. C'est le calcul rapide avec les sommes à déduire, bien sûr, parce que chaque tranche doit être soumise au taux de l'IS, 10, 17,5 et 31%. Et ici, on a le calcul rapide.
Donc, le troisième impôt, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la base imposable pour la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des services, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les personnes assujetties, il y a les sociétés de distribution de médicaments qui sont assujetties au droit. Il y a les pharmaciens dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. Ici, je dois vous signaler une nouveauté, pas pour l'année 2019, c'est que le chiffre d'affaires de 2 millions concerne les médicaments taxables. D'accord ? Taxables, oui, taxables. Remarque, ces derniers ne peuvent, donc, pour le seuil de 2 millions de dirhams, il ne peut être remis en cause, c'est-à-dire les pharmaciens qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams ne peuvent remettre en cause leur assujettissement sur la valeur ajoutée que lorsqu'ils réalisent un chiffre d'affaires inférieur au dit montant pendant 3 années consécutives. C'est-à-dire, s'il a pour cette année, pour l'année N-1 réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions, il devient assujetti à la TVA. Donc, il ne peut pas, l'année prochaine, prétendre qu'il a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams, donc il n'est plus assujetti. Non, c'est 3 années consécutives. Ce point-là, il est important à Là, parce que s'il a bien fait de préciser, parce qu'à dessus, il y a le chiffre d'affaires, comme il n'est pas très très clair non plus, on se demandait c'est quoi ce chiffre d'affaires, il correspond à quoi. Le chiffre d'affaires, finalement, il vient de préciser, c'est sur le chiffre d'affaires taxable. C'est-à-dire, il faut que votre comptable, s'il veut passer, si vous voulez passer à. Si vous dites vous êtes passé, vous lui dites vous êtes sûr que, vous savez très bien, des médicaments qui sont exonérés, qui ne sont pas taxables. Et donc, elle a la partie taxable. D'accord ? Donc, ça, c'est hyper important. Deuxième point important, l'activité, la TVA. La TVA, elle est applicable sur l'activité, c'est-à-dire qu'elle soit faite par personne physique ou la personne morale, elle ne se y a là qu'elle est dans les deux cas. Parce qu'il y a aussi une erreur assez répandue qui dit que si du fait que je suis en société, ben je serai taxable à la TVA. Là, ça c'est aussi une erreur assez répandue. Aux yeux du fait que je suis dans une société commerciale, la TVA c'est pas vrai, c'est la même chose pour les deux, que ce soit SARL ou la. Voilà. Donc, toujours dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a les produits qui sont exonérés avec droit à déduction. Vous savez, c'est l'article 92-19. À savoir les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux, vous avez la liste de bonbons. Il y a l'article 99, donc il y a un taux de 7%, ça concerne les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques. Il y a aussi le taux normal de 20%, donc les ventes de produits autres que ceux désignés ci-dessus. Il y a pour les nouveautés de l'année 2019, la loi de finances 2019, et il y a d'autres médicaments qui ont bénéficié de l'exonération. Il y a à savoir les médicaments dont le prix de fabrication hors taxe est supérieur à 588 dirhams. Et il y a les médicaments destinés au traitement de la méningite. Donc je pense que je vous n'apprends pas grand-chose sur ces nouvelles exonérations. Donc il y a droit de timbre. Donc
qu'on a jugé bon de signaler ce point. Donc avant 2019, l'ensemble des quittances de paiement en espèces étaient soumises au droit de timbre de 0,25% prévu par l'article 252 1b du Code. Donc, avec le réaménagement du champ d'application du droit de timbre, et en vue de prendre en considération l'aspect social de certains produits ainsi que les spécificités de certains secteurs, la loi de finances a modifié et complété les dispositions des articles 250 et 252 en vue de consacrer l'exonération des quittances relatives aux ventes des médicaments par les officines de pharmacie. Donc, à partir de 2019, les pharmaciens sont exonérés. Oui. On va reprendre ce point. Le droit de timbre, les droits de timbre. Bon, au-delà du fait que je trouve qu'on parle de droit de timbre alors qu'on travaille avec des smartphones en 2019, c'est une stupidité. Bon, ça c'est mon point de vue. Maintenant, la loi est la loi, donc il faut l'appliquer, on n'a pas le choix. S'il faut la changer, il faut la changer au Parlement. Monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous avez été entendu apparemment par le législateur, puisque on nous dit, entre autres, il y a aussi les produits pétroliers, les carburants, moi il y a un certain nombre de corporations qui ont été gain de cause et pour lesquelles on a changé la loi. Donc, les pharmacies en font partie. Et donc, c'était les ventes en espèces, on parle bien de ventes en espèces, de médicaments par les officines ne sont pas plus taxés à 0,25%. J'ai un autre circulaire. Il y a le 21 février, il y a la direction générale des impôts qui était venue et qui était censé expliquer. Sauf qu'elle a rajouté une autre tranche d'inexplication. Pourquoi? Parce qu'il y a un paragraphe, il faut être doué pour comprendre. Très doué. Moi, je vous parle sincèrement. Je vous parle de quelqu'un dont c'est le métier et qui comprend pas. D'accord? En gros, c'est une circulaire qui est venue pour dire, la question que vous avez posée, c'est de dire aux parents. Là, c'est la loi qui est... Oui. La loi, je vous dis que les médicaments. Les médicaments. C'est tout. Les parents. Mais c'était une manière un peu pas très claire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit dans la circulaire? Il y a un paragraphe. Je dis tout ça, c'est bien. En vue de simplifier les modalités d'application de la mesure fiscale, il y a de noter que lorsque les ventes des produits pharmaceutiques non médicamenteux, a priori, et en plus il nous dit médicamenteux, sauf la loi sur les médicaments, tel que défini par la loi 1704, portant code du médicament de la pharmacie, non caractère accessoire par rapport aux ventes des médicaments, d'accord? Il y a qu'en vue de simplifier, il y a noté que lorsque les ventes des produits pharmaceutiques non médicamenteux n'ont caractère accessoire par rapport aux ventes de médicaments, celles-ci peuvent bénéficier du même régime réservé en matière de droit notable qu'aux médicaments. Voilà. Il faut essayer de comprendre. Je ne dis pas que vous allez partir avec l'explication, mais je vous donne l'explication, ma perception des choses. À son avis, mais ce n'est pas l'avis de l'administration, parce qu'elle était censée nous éclairer. Mais voilà. Le côté accessoire,
accessoire, on ne le comprend pas. Là, on le comprend. Et oui, vous comprenez la sérieux. Là, c'est quand vous le comprenez, c'est Je sérieux. donne un exemple. Un migrant peut être un accessoire pour un enfant, pour un médicament. On peut mettre des gouttes de médicaments dedans et le donner à un bébé, donc c'est un accessoire. Tout un pansement peut être un accessoire. Vous voyez l'interprétation d'accessoire dire, mais j'ai dit. Là, la loi, c'est Là, l'accessoire, c'est dans le sens, excusez-moi. On va avancer. Le tel- Écoutez, si vous voulez noter vos questions, vous pouvez les poser tout à l'heure. Nous, juste, on veut comprendre ce que monsieur a compris, parce qu'on Voilà. ne peut pas interpréter un texte. Il est en train d'exposer. Et si on veut comprendre ce qu'il a compris, on fait un langage de vie. Je pense que vous aurez le temps de discuter. Donc, D'accord, donc dans un quart d'heure, vous allez pouvoir discuter. Je veux juste aller jusqu'au bout de la réflexion. D'abord, avec le côté accessoire, il faut le comprendre. Parce qu'on se met à la tête de celui qui est musicien. C'est qu'il se dit, une pharmacie qui fait peu de. Enfin, l'accessoire, normalement, c'est une notion, c'est sur l'activité totale. Ça, c'est comme moi que je le comprends. C'est-à-dire une pharmacie qui vend beaucoup de médicaments. Et le côté, ce qui est C'est accessoire. c'est vraiment c'est accessoire. accessoire par rapport, Mais par rapport au chiffre d'affaires. Chiffre Voilà, d'affaires. c'est l'idée ici, il a l'air de partager la même chose. Il y avait le problème, c'est d'accessoires. Quel est, pour qu'on soit très clair, il faut aller beaucoup plus loin. Vous dire par rapport à quoi et quelle est la proportion. Vous dire au chasseur africain, est-ce que si je considère qu'une pharmacie qui fait juste 10% du para et autres, tout elle est 10% d'accessoires. Donc, imagine que elle a le droit de faire parce que c'est accessoire pour elle. Par contre, une pharmacie, donc 90%, la 80% de son chiffre d'affaires, c'est que de la para, des choses non médicamenteuses, et que les médicaments finalement c'est accessoire de son activité, vous voyez ce que je veux dire? Ça, mais il faut un peu plus de précision de l'administration parce que ça crée des frustrations. On ne sait pas sur quoi. Voilà, c'est pour éviter justement ce genre d'ambiguïté, d'aller vraiment dans le 10%, ça se calcule comme ça, ou la 20% d'IRL, ou la voilà, c'est Oui. Donc, sinon, contrairement à ce que dit M. Bahman, je pense que la note est claire dans le sens où il y a le principe de l'accessoire suit le principal. Tant que l'activité, donc vous jugez, vous pouvez toujours défendre votre point de vue, qu'il s'agit de produits accessoires. M. Bahmed a dit que si le chiffre d'affaires des produits accessoires il dépasse les produits pharmaceutiques, les médicaments, je parle des médicaments, donc c'est plus un produit accessoire. Ce n'est pas la nature du produit en réalité. C'est un parmi les critères, c'est les chiffres d'affaires. Je pense qu'il y a d'autres critères qui vont déterminer l'accessoire avec le principal. Merci. Donc, on passe à la taxe professionnelle. Donc, pour la base de calcul de la taxe professionnelle, il faut distinguer entre le pharmacien qui est locataire et le pharmacien qui est propriétaire. Pour le pharmacien qui est locataire, la valeur annuelle, le loyer mensuel, c'est le loyer mensuel, la base de calcul, c'est le loyer mensuel, c'est-à-dire la valeur annuelle brute du bail, qui est prise en considération pour la détermination de la base de calcul de la taxe professionnelle. S'il est propriétaire,
c'est le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien acquis multiplié par 3% pour déterminer la valeur locative. À cette valeur s'ajoute la valeur locative du prix d'acquisition des aménagements, du matériel et outillage, du mobilier de bureau et du matériel informatique multiplié par 3%. Actuellement, c'est devenu plus facile. Il y a un taux unique de 3%, mais avant, il y avait une multitude de taux applicables, matériel mobile, matériel fixe. Donc, on a dit le loyer ou le prix d'acquisition multiplié par 3%, plus le prix d'acquisition multiplié par 3% des aménagements et du matériel, ce qui va nous donner la valeur locative, base de calcul de la taxe professionnelle. Donc pour les pharmaciens, il y a deux taux appliqués à cette valeur locative. Il y a le taux de 20%, si le pharmacien dispose de plus de 3 personnes, 3 aides, 3 personnes, plutôt 20% au plus 3, c'est-à-dire moins de 3 personnes, donc l'administration va appliquer le taux de 20% et 30% au-delà de ce nombre. Ou pour les... Comment ? Donc, 3, s'il a 3 commis, c'est-à-dire s'il a 3 Z, qu'il est 3 salariés, donc c'est 20%. Plus de 3, c'est 30%, ou s'il est marchand, vendant en gros ou en demi-gros. Pour les pharmaciens, surtout les sociétés pharmaceutiques qui vendent en gros ou en demi-gros. La taxe professionnelle, c'est la valeur locative. Cette valeur locative qui est calculée d'après la valeur locative déterminée, qu'il soit locataire ou propriétaire, plus les aménagements et le matériel. Bien sûr, multiplié par 3%, c'est la valeur locative, multiplié par soit 20 ou 30%. Pour les nouvelles inscriptions, il y a une exonération temporaire de 5 ans. De 5 ans qui commence bien sûr à partir de l'année de début d'activité. Il y a un exemple ici parce que il y a une confusion, parfois il y a une confusion, quelqu'un qui la détermination, par exemple, de telle date à telle date, c'est considéré une année. Non, c'est l'année de début d'activité, c'est considéré comme une année. À titre d'exemple, voilà l'exonération. Début de l'année, n'importe quelle date, début de l'année, l'année N, soit juin, soit janvier, soit septembre. Donc c'est une année d'exonération. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année et la cinquième année. Là, ici, N plus 5, c'est l'année d'imposition. L'année d'imposition. Ne sont pas considérés comme activité nouvellement créée quand il y a un changement d'exploitant. Quelqu'un qui vend son officine à un autre pharmacien, le nouveau pharmacien, il ne bénéficie pas de l'exonération quinquennale, parce que c'est un local qui a déjà bénéficié de l'exonération avec l'ancien propriétaire. Il y a aussi le transfert d'activité. Un pharmacien qui exerce à Marrakech et qui veut transférer son activité à Rabat, il ne bénéficie plus de l'exonération. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est la même chose. Il fait partie de... Oui. En fait, la taxe professionnelle est liée à l'activité. D'accord? Donc, ce qui fait qu'elle compte l'activité, bien sûr, qui est liée généralement au même local. Donc, quelqu'un qui exerce à titre personnel, personne physique, et qui se transforme en personne morale, il est toujours dans la même activité, dans le même local. Et donc, c'est la loi 4706 qui est relative à la collectivité locale qui a mis une exception. C'est la loi qui le met de manière particulière. Tant qu'il y a l'activité, il y a une continuité d'activité. Il y a une continuité dans la taxation. Et si le pharmacien fait une nouvelle création, question
c'est doit être très ce sûr. qu'on a dit. عندك هناك 5 ans. On Comment? va faire les questions après. Prenons les questions après, parce que nous- Regardez là la question et on va y répondre. Oui, donc on va essayer d'avancer. Donc, il y a aussi la taxe de services communaux, l'ex-taxe d'utilité. Donc, la valeur locative, c'est la valeur, c'est la taxe, c'est la valeur locative déterminée selon les règles de la taxe professionnelle, à l'exception des locaux et matériels loués. Parce que c'est le matériel et locaux qui sont loués, ils sont propriétaires d'une autre personne. Donc la TSC, elle va être, voyons leur nom, elle n'est pas prise en considération pour le calcul de la TSC, c'est la taxe de services communaux, pour votre local. Le taux de la TSC dans les zones urbaines, c'est 10,7%, et dans les zones périphériques, c'est 6,7%. Donc, si vous voulez, un cas pratique, bon, d'accord. Donc, soit un pharmacien vendant en détail employant 2 aides pharmaciens. 2 aides, c'est pour déterminer le taux. Il a procédé, il a procédé en décembre 2017 à l'acquisition d'un matériel neuf de 100 000 dirhams. Il a débuté son activité au mois de janvier 2014 avec un loyer de 3 000 dirhams. Le contrat de bail stipule que le loyer est payé net TTC et que la TSC est à sa charge montant 4 429 dirhams. Donc de 2014 à 2018, exonération. On parlait, il bénéficie de l'exonération quinquennale en matière de TP. Donc si on calcule 2014 à 2018, c'est 5 ans. Donc il est taxable à compter de 2000. Pardon, je l'ai un peu. Donc on a dit qu'il est exonéré pendant 5 ans, exonération totale. De 2018 à 2021, exonération partielle au titre du matériel neuf. Le matériel qu'il a acquis en 2017, il va bénéficier d'une exonération quinquennale de 2018 à 2021, 5 ans. Parce que c'est un matériel acquis pour lui en 2017. La valeur locative imposable, c'est 3 000 multiplié par 12 plus 4 429 le montant de la TSC. Donc la valeur locative, base de calcul de l'ATP, c'est 40 429. Taxe professionnelle due, on a dit qu'il emploie 2 aides pharmaciens, donc c'est le taux de 20% et pas le taux de 30%. Donc c'est la valeur locative 40 429 multiplié par 20%, ce qui nous donne une taxe professionnelle de 8 085. À partir, donc on a dit que le matériel acquis en 2017 bénéficie de l'exonération quinquennale jusqu'en 2021. À partir de 2022, l'imposition de tous les éléments, c'est 40 429 qui correspond au loyer de 3 000 multiplié par 12 plus la TSC, plus 10 000 multiplié, 100 000, pardon, 100 000 multiplié par 3%. Donc c'est pour la détermination de la valeur locative du matériel acquis nouvellement, ce qui nous donne une de 43 000, pardon, pas dirhams. Donc une valeur locative de 43 429. La taxe professionnelle due, c'est 43 429 multiplié par 20%, c'est 8 685. Vous voyez, il y a une différence entre 8 085 parce qu'il n'y a pas, le matériel n'est pas pris en considération parce qu'il bénéficie de l'exonération, et en 2022 où on l'a pris en considération pour la détermination de la valeur locative. Oui. Oui.
Je vais reprendre le relais pour qu'on puisse rapidement regarder les obligations déclaratives et comptables. Donc en matière de taxes professionnelles, il y a une déclaration qui est faite à la fin du mois de janvier. Et au 31 jours du mois de janvier, quand on a une cessation d'activité, il faut faire une déclaration. En termes des linéaires, un impôt sur le revenu, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, chaque année, il y a une déclaration pour les traitements et salaires avant le 28 février, ce qui est, je pense que le comptable l'a déjà fait. Et puis la déclaration annuelle des revenus globales, qui est aussi à faire avant le 30 avril, le 1er mai. Ça a été modifié. Normalement, vous deviez faire la déclaration comme avant le 31 mars. Vous êtes pour tous ceux qui sont professionnels à titre personnel. En matière d'IS, c'est ceux qui sont en société. Il y a les déclarations annuelles des salaires, c'est-à-dire avant le 1er mars. Avant le 1er avril, il y a la déclaration qui est le résultat, donc 31 mars, il faut la déclaration de tête. Les déclarations de rémunération versées au tiers, c'est-à-dire avant le 1er avril. Et puis il y a des déclarations des produits, des actions, les parts sociales et revenus assimilés. Ça, c'est pour ceux qui ont des titres, qui leur apportent des dividendes. En matière d'IS, il y a 4 acomptes à payer et il y a une régularisation qui est faite lorsque le dépôt est fait, et le bilan est fait le 1er avril. Donc on avance à l'État en gros l'impôt sur l'année en cours. En matière de TVA, donc soit on est sur une déclaration mensuelle, soit on est sur une déclaration trimestrielle. On est sur une déclaration mensuelle. غالبا اللي كونتابل ديالكم غادي يكونوا دايرين ديكلار داك اللي عنده لا تاليه كيديروه ديريكتومون dépasse le chiffre d'affaires ديالو. حيت الشيفر دافير ديالو طالع على plus de 1 million de dirhams. Alors, en matière d'obligations comptables, il faut savoir que les pharmaciens, c'est comme une entreprise comme une autre. Il a l'obligation de tenir la comptabilité comme un commerçant lambda. Ça, c'est la loi 1704 qui porte code des médicaments. Donc, je n'ai pas l'obligation. C'était une tenue comptable conformément à l'article 145 du CGI. Ils doivent faire un inventaire au moins une fois par an, et généralement à la clôture de l'exercice. L'inventaire de Sbelikobra, il est fondamental. À part le problème fiscal, il est le cœur du métier d'un détaillant, ou d'un commerçant, n'importe lequel. Il y a une obligation d'avoir des factures prénumérotées, mais qui sont remplacées généralement par des tickets de caisse, parce que les tickets de caisse peuvent faire comme moyen de justification pour une pharmacie. Encore faut-il avoir une caisse, une vraie caisse enregistreuse, c'est vrai, parce que si je suis contrôleur, c'est la première chose que je vais contrôler, ou une caisse enregistreuse, parce que c'est le seul moyen d'un contrôleur de savoir est-ce que l'exhaustivité des chiffres d'affaires elle a été déclarée. Ma niche caisse enregistreuse, déjà j'entre dans une problématique avec le contrôle fiscal. Parce que vous n'avez aucun moyen de lui prouver que vous avez déclaré. L'identifiant commun des entreprises, il est obligatoire pour les pharmacies comme toutes les entreprises. Et puis bien sûr, pour tout ce qui est dépenses à déduire des charges, il faut des dépenses réelles justifiées par des factures régulières. Des factures régulières ou des pièces probantes, ce qu'on appelle des pièces probantes, pour ceux qui n'arrivent pas à obtenir des factures de leurs fournisseurs. Mais bon, généralement, vos fournisseurs sont dans des labos, donc vous avez normalement pas de problématique à obtenir vos factures. Télédéclaration, télépaiement, vous le savez, maintenant on est tous obligés d'avoir des télédéclarations, et ce à partir de 2017, donc ça on y revient, ça ne sert à rien d'en parler parce que vous y êtes déjà. Alors maintenant, en termes de contrôle,
termes de contrôle, quelle est les différentes typologies de contrôle. Soit je suis dans une procédure de taxation d'office, je n'ai pas taxation d'office. Pharmacien qui déclare walou. Donc le fisc peut faire une procédure de taxation d'office. D'accord, ça peut arriver. Ou là, une procédure la procédure de dépôt de déclaration rectificative. C'est ça qui a fait polémique ces derniers temps. La déclaration rectificative, c'est quoi? C'est un dispositif qui a été amené en 2017. Elle est pour permettre à l'administration de relever les erreurs ou les irrégularités et de demander amiablement au contribuable de faire des modifications. Je voulais dire que, par exemple, je constate qu'il y a, par exemple, votre marge, discordance. voilà, déclarer une marge de 10%, c'est pas normal dans une pharmacie, là. Donc, voilà, je demande des explications, et quand le pharmacien contribuable trouve qu'il y a effectivement une erreur qu'il va falloir régulariser, j'ai pas comptabilisé le chiffre d'affaires total. Donc si on a la déclaration de l'IDES, on a la seule point important et intéressant, c'est que les majorations et pénalités ne sont pas applicables. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que le principal, machine les majorations. Ça, c'est pas mal. D'ailleurs, les contributions qui ont été faites à la fin de l'année, selon les barèmes, les pharmacies aussi, les laboratoires, les médecins, les autres qui ont fait, c'était rentré dans le cadre de l'article 221 bis. C'est-à-dire, on demandait aux contribuables de rectifier leur déclaration, selon des barèmes qu'ils se sont mis d'accord en disant, vous avez fait un chiffre d'affaires de temps, donc vous devez être dans un IR de temps. D'accord ? Si vous permettez, Seb Ahmed, on aurait une petite clarification concernant la procédure de taxation d'office. Il y a une procédure à respecter par l'administration. Il y a, premièrement, l'envoi d'une première lettre vous invitant à déposer, ça concerne les défaillants, les pharmaciens qui n'ont pas déposé, même une seule année, qui n'ont pas déposé leur déclaration. Donc, l'administration les invite à déposer leur déclaration sans base de taxation. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de taxation d'office. Il leur donne un délai d'1 mois pour répondre. Après ce délai passé, il leur envoie la deuxième lettre de notification. La deuxième lettre, elle envoie les bases de taxation. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas votre déclaration, vous serez taxé sur tel montant. Après le délai d'1 mois, s'il n'y a pas manifestation de votre part, de la part du contribuable en général, il y a la taxation d'office qui ne peut être remise en cause que dans le cadre d'une réclamation selon l'article 235 du Code général des impôts. Merci. Très bien. Après, il y a la partie procédure normale de rectification. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, on avait préparé un truc à part pour ça, mais bon, vu le temps, on ne va pas pouvoir le dérouler. Donc, on va répondre plutôt aux questions bien précises sur le contrôle fiscal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrôle qui est fait sur la base des 4 dernières années, généralement, parce que c'est pas généralement. Oui, généralement, parce que ça peut être un contrôle qui est fait peut-être sur une année, ou là sur ponctuel ou général. Un impôt. Donc, j'ai contrôlerai la TVA, par exemple. Mais ça, généralement, on a des contrôles de 4 années. Ce contrôle, il faut savoir qu'il y a plus de transparence via la DGI. Donc, elle a mis en place une charte de contribuable. Avec la charte, avec les contrôles appels, ce qui vous permet d'avoir vos droits et vos obligations. Et donc, avoir même la procédure, comment ça va se passer, avec les délais dont il faut disposer et tout ça. Et donc, ça, c'est important. Il y a même eu plein de modifications ces derniers temps pour que, justement, un contrôleur qui contrôle, qui a la notification d'IL. Là, maintenant, il y a des délais, il y a des protections du contribuable qui font que il y a une station dans les 5 jours qui suivent, il a la
يسالي في الشعور يعطيك la notification تجاوب le premier. Je pense qu'il y a la possibilité de poser des questions tout à l'heure. Donc voilà. Après, je ne pense pas que ce soit intéressant de parler de la panier des échantillons pour l'instant. Donc moi ce que je voudrais, c'est vous laisser là, on va dire, un petit temps pour que vous ayez des questions. Et je pense que vous en avez beaucoup depuis tout à l'heure. Donc je vais passer la parole à Céline. Merci à toi.